Bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur l'espace de conférence du Paris Coffee Show 2022. Donc, comme vous l'avez probablement vu, il y a un certain nombre de sujets qui vont être abordés pendant ces conférences, notamment climat et développement durable, le développement de la filière en B2B, le consommateur au cœur de la filière et entreprendre et travailler dans la filière café. Le sujet qui va nous occuper aujourd'hui, c'est la première thématique, donc climat, développement durable et café, bien sûr. Et ces tables rondes, l'ensemble de ces tables rondes sont transmises en direct sur les réseaux sociaux du collectif Café, c'est-à-dire sur la page Facebook du collectif et aussi sur YouTube. Donc ça donnera l'occasion à ceux qui n'ont pas le temps de suivre cette conférence aujourd'hui de pouvoir assister, reprendre les différents éléments ou si certains éléments ont été un peu obscurs. Voilà, donc aujourd'hui on va parler de changement climatique, la thématique est de café, la thématique du réchauffement de la planète et des producteurs de café et quels sont les enjeux. On va essayer de balayer l'ensemble des enjeux de la filière en 1 heure en fait, avec 45 minutes d'intervention, puis on prendra 15 minutes pour des questions, celles que vous aurez. Voilà, alors c'est un sujet qui est quand même assez complexe, la question du changement climatique, et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que cette année particulièrement, c'est un sujet dont on prend la mesure avec les différents événements qui ont les accidents qui ont impacté même notre sol continental européen, qui n'est pas la zone la plus soumise au changement climatique, avec notamment ces questions de sécheresse, d'incendie, de températures extrêmement hautes. Et voilà. Donc, je vais simplement prendre une petite définition pour situer les choses, si ça vous va. Donc c'est la définition qui est donnée par le panel intergouvernemental sur le changement climatique. C'est une définition qui date de 2018 et qui dit en fait que le changement climatique, ce sont des événements extrêmes, donc c'est l'augmentation des températures, des événements extrêmes plus graves et fréquents tels que des sécheresses, des inondations, des ouragans, des tempêtes, l'augmentation de l'incidence des ravageurs, des maladies et la dégradation des sols. Ceci qui pose de plus en plus de problèmes à des millions de personnes en raison donc de ce changement climatique. Voilà, on voit l'étendue du sujet. À cela, on doit rajouter les défis de la culture du café, qui est une culture de rente très importante pour les producteurs. On a quand même 100 millions de personnes qui en dépendent, et c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et parmi ces sujets, on a quand même l'intégration à un marché international fluctuant, avec des fondamentaux dont on pourra parler, mais aussi une variation de prix assez importante et parfois, en fonction des pays, des questions d'investissement dans les filières, de vieillissement des producteurs, d'attrait pour cette production. Alors voilà, ça fait un peu inventaire à la Prévert, enfin pas à la Prévert, là ça fait un peu inventaire catastrophique on peut dire, hein. Mais en préparant cette conférence, j'ai écouté d'autres personnes qui animent des conférences sur ce genre de thématique et qui disaient autant appeler un chat un chat. Et comme on doit parler des solutions, eh bien, nous allons donc en parler. Alors, avant de commencer et de vous présenter, je voulais juste préciser qu'en fait, aujourd'hui, on va surtout parler de café arabica, Coffea arabica. Donc, cette espèce du genre Coffea, qui représente 60 à 70% de la production mondiale et qui intéresse particulièrement les consommateurs que vous êtes, que nous sommes tous, parce que ce sont les variétés, on va dire, qui ont été sélectionnées pour leur pouvoir aromatique et qui sont les plus cultivées aujourd'hui. Donc voilà, ce café arabica, il est planté dans la zone intertropicale. Donc c'est une plante, c'est un arbuste qui fait à peu près 2 mètres. À l'origine, en Éthiopie, il est une plante qui pousse sous couvert végétal, donc sous ombrage. Et sans aller trop loin dans la peinture, mais c'est une plante qui a besoin d'une alternance d'une saison sèche et d'une saison humide, notamment. Et il pousse plutôt, on va dire, entre 800 mètres et 2400 mètres d'altitude. Alors, pour donner quelques chiffres,
à l'horizon 2050. Alors 2050, c'est le premier horizon qui a été fixé par les rapports internationaux, notamment les groupes du GIEC. Donc depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, c'est l'horizon qu'on prend. On estime que la zone de production de café passera pourrait réduire de 46% à 75%, dû à ces questions de changement climatique. Et on verra que pour les questions de déforestation, c'est particulièrement intéressant. Et voilà, donc sans plus attendre, après cette introduction, je vais vous présenter les différents invités du jour. Donc je vais commencer par Lord Astorg. Lord Astorg, vous êtes juriste de formation et avec une formation solide en communication. Vous êtes cofondatrice de l'Alliance pour la préservation de la forêt, qui est un groupement qui est en fait un collectif européen d'entreprises engagées pour des matières premières durables et traçables et respectueuses des écosystèmes. Vous avez été notamment, voilà, je vais commencer par ça, mais très moteur sur toutes les questions de filière de palme durable. Voilà, donc elle nous apportera l'expérience aujourd'hui, surtout de déforestation et aussi les questions de regroupement, de convergence d'intérêts. Nous avons aussi Marcos Matos, qui est directeur exécutif de Secafé. Secafé, c'est une association, une institution brésilienne qui représente la majorité des exportateurs du Brésil. Donc le Brésil, 300 000 producteurs, 32% de la production mondiale. C'est un éléphant dans le monde du café, quand même, on peut dire les choses comme ça. Et donc vous nous parlerez de comment le Brésil anticipe, enfin voilà, on discutera de comment le Brésil anticipe ces choses-là. Voilà. Ensuite nous avons donc Luc Villain. Luc Villain, vous êtes chercheur, membre de l'équipe Coffee Adapt au CIRAD, le CIRAD, Centre international de recherche et de développement et de recherche et d'agronomie pour le développement. Voilà, un nom un peu à rallonge, mais qui parle bien des enjeux. Et vous êtes spécialisé dans la vie des sols et les pathogènes de ces sols. Vous faites partie donc de l'équipe Coffee Adapt, qui regroupe un consortium de chercheurs variés sur la thématique du café. Et Nicolas Pourailly, vous êtes le directeur Impact et donc sourcing durable chez Belco SAS, qui est un importateur de café qui a choisi aussi de se nommer sourceur de café, puisqu'en fait, ils développent avec plus de la moitié de leur volume, largement, des sourcings directs pour justement, en partant du principe que les cafés avec lesquels vous travaillez ont une histoire et que vous construisez leur avenir. Donc on verra ce que vous faites aussi avec les producteurs. Voilà, alors on va commencer avec Luc. Luc, quand on parle de changement climatique, on a différentes thématiques, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer en 3-4 minutes quels sont les facteurs abiotiques et les facteurs biotiques qui impactent la culture du café? Et en expliquant peut-être ce que c'est abiotique, voilà. Ok, merci Morgane. Oui, alors c'est difficile en 3-4 minutes de résumer les effets du changement climatique sur le café, parce qu'ils sont multiples. Alors, comme tu l'as dit, il y a d'abord ce qu'on appelle les stress abiotiques. En fait, c'est tout ce qui est donc pas biologique, et donc c'est essentiellement les événements accidentels au niveau de la température. Alors c'est vrai, on parle beaucoup de réchauffement climatique, mais ça peut aussi être des gelées, comme les événements qu'on a eus récemment au Brésil, dans des zones qui habituellement ne sont pas touchées par ce genre d'accidents climatiques. Et puis il y a aussi des époques de sécheresse qui sont de plus en plus forts
et qui aussi, sur la durée, qui sont beaucoup plus impactants. Et il y a aussi, plus généralement, on peut parler de dérèglement au niveau du régime pluvial. Ça a été mentionné dans le panel antérieur, c'est-à-dire qu'on va avoir des successions, on va avoir des pluies qui vont intervenir à des moments où on devrait être sur des périodes de sécheresse. Et comme tu l'as rappelé tout à l'heure, le caféier donc, normalement est adapté à une période de pluie, une période de sécheresse. Et comme ça a été rappelé tout à l'heure sur le panel, on se retrouve avec parfois des floraisons à différentes toute l'année, alors qu'avant on avait des floraisons qui étaient regroupées. Et ça bien sûr, alors le caféier, ça a des problèmes au niveau physiologique, mais ça a des impacts aussi très forts parce que ça complique énormément la récolte du café. Parce que ça veut dire qu'il va falloir faire des passages de récolte beaucoup plus fréquents, et ça augmente énormément les coûts de production, puisque un des gros coûts de production, c'est la main-d'œuvre pour la récolte. Et avec toutes les complications pour trouver de la main-d'œuvre à des périodes où on a beaucoup de mal à en trouver. Voilà. Et alors, bon, voilà, globalement, et comme on l'a dit tout à l'heure, sur le long terme, ça va être le réchauffement climatique, et ça a déjà été mentionné, la caféiculture qui va être le plus impactée, c'est la caféiculture de moyenne montagne. Et alors, pour terminer, donc sur les stress biotiques, c'est-à-dire sur les ravageurs et maladies, ce qu'on voit, c'est que globalement, avec les modèles prédictifs qu'il y a en particulier au niveau du réchauffement climatique, c'est qu'on va avoir une augmentation de certains ravageurs parce qu'ils vont avoir, avec les augmentations de température, on va avoir des cycles de vie de ces ravageurs beaucoup plus courts et donc ils vont se multiplier beaucoup plus rapidement. Et puis, ce qu'on voit aussi, et ça a été déjà discuté un petit peu, c'est que ces dérèglements avec des successions de pluies et des périodes d'ensoleillement, de sécheresse, ça favorise aussi certaines maladies, en particulier la rouille orangée du caféier, qui est actuellement la maladie qui a le plus d'impact au niveau de la caféiculture arabica, au niveau mondial, et en particulier en Amérique latine. Et alors, c'est très difficile à démontrer, mais là, on a assisté à une pandémie de cette maladie, de la rouille, qui a débuté en 2011 en Colombie et qui s'est propagée au sud jusqu'au Brésil et aussi au nord jusqu'au Mexique. Et on n'avait jamais vu une pandémie aussi forte et à des altitudes aussi élevées. Alors, c'est très difficile à démontrer, mais il y a plein d'indices qui montrent que c'est probablement dû au changement climatique et au dérèglement climatique. Merci Luc. Alors, est-ce que, Nicolas, par rapport à ce que vous observez dans les différentes zones où vous travaillez, vous avez choisi d'intervenir sur certains... Vous avez remarqué que dans certaines zones, le changement climatique était déjà beaucoup plus important, beaucoup plus prévalent. Et quelles sont les actions, on va dire, principales qui n'ont pas déjà été un peu citées, sur lesquelles vous avez un point d'orgue à agir, en fait? Déjà, je voudrais dire que la donnée de se dire d'ici à peu près 2050, c'est 50% de surface en moins d'arabica cultivable, ça va juste être un espèce de looping pour tout le monde, pour toute la filière des producteurs, aux torréfacteurs, aux importateurs, etc. On est tous dedans, on ne sera pas tous attachés. Ça va être des années assez hallucinantes dans les 10-20 ans à venir. Il ne faut pas que ça nous fasse peur, il faut au contraire qu'on soit hyper excités de tout ça. On a les moyens dans la filière de faire les bons choix pour que les choses se passent au mieux. Donc soyons courageux, soyons excités, soyons passionnés par les années qui vont venir. Luc a très bien résumé quelques très grands enjeux dus au changement climatique. C'est pas parce que le grand chiffre est de 50% d'ici 2050 par exemple, on va avoir des effets très différents. Le changement climatique, il est global, mais ses effets, ils sont locaux. Parfois, il va plus pleuvoir, parfois on va avoir plus de sécheresse, plus de ravageurs, etc.
Donc la solution, elle ne peut pas être globale. On peut pas, ça c'est très important, on ne peut pas dire, bon, voilà, par exemple chez Belco, la solution c'est qu'on va planter des arbres ou c'est qu'on va... Chaque ferme a une situation bien différente. On observe parfois des augmentations de température sur certaines fermes. On se dit que oui, il faudrait faire de l'agroforesterie par exemple. On observe trop de pluie sur d'autres, donc des fortes difficultés à sécher le café. Donc on va plutôt investir dans des systèmes de séchage pour assurer la qualité, etc. Il y a plein de solutions. Chez Belco, comment on peut agir et pourquoi on peut agir, c'est que systémiquement, j'ai envie de dire, ce qui est fait depuis plus de 10 ans, le pari qui est fait, et c'est un pari qui est lourd en investissement, en temps et en travail, en hommes, c'est d'être présent à l'origine. On parlait de la définition du café de spécialité tout à l'heure, et aujourd'hui la seule qui existe un peu, c'est celle du score. Nous, on est persuadés que c'est pas juste ça. Aujourd'hui, acheter un café hyper bon, c'est assez facile. Je peux passer un coup de téléphone presque, recevoir des échantillons et puis mettre dans un container plus ou moins avec Olam, n'importe qui et Com. Par contre, ce qui est beaucoup plus difficile, ce qui nous demande beaucoup de temps et d'investissement chez Belco, c'est d'être présent sur le terrain, de comprendre quelles sont les problématiques de chaque producteur en face de nous, qui ne sont pas du tout les mêmes alors que l'enjeu global est le même, et de pouvoir y répondre de manière spécifique selon la problématique qu'on a en face de nous. Est-ce que tu pourrais donner un exemple, par exemple? Un très bon exemple, c'est on a je pense, les cafés les plus beaux que j'ai jamais pu, les fermes les plus belles que j'ai jamais pu voir, et parmi les meilleurs cafés qu'on source en café de forêt. Je demandais à Jacques, qui est le directeur Éthiopie, donc c'est des cafés qui se trouvent en Éthiopie, et je lui demandais un petit peu si lui, sur les 10-15 ans qu'il a passé en Éthiopie, parce qu'il a baroudé partout, il avait déjà vu des effets du changement climatique. Il me disait, franchement, en Éthiopie, pas forcément. Il voit qu'il y a quand même une augmentation légère des altitudes. Il le remarque quand même, lui, déjà à son échelle. Mais du coup, les enjeux qu'on va avoir ici, c'est ces producteurs en café de forêt. L'enjeu pour nous, c'est que, on n'a rien à leur apprendre. Ils font pousser du café dans des forêts, c'est absolument merveilleux. Il n'y a aucun intrant, aucun pesticide, aucun engrais. L'engrais, c'est vraiment 70% du CO2 de toute la chaîne de valeur. Pas d'irrigation. Il y a des arbres qui font 40 mètres de haut, qui stockent du carbone dans tous les sens. Le seul enjeu qu'on ait avec eux, c'est qu'ils continuent de faire ce qu'ils font. Donc en termes de sourcing, c'est les identifier et leur proposer un prix qui leur permette de continuer à faire ce qu'ils font, en fait, surtout de ne pas changer de modèle et de ne pas passer à un autre type d'agriculture. Oui, parce qu'ils sont minoritaires en fait. C'est 10 ou 12% de la production éthiopienne qui est produite suivant ces modèles-là. Oui, en fait, il y a aussi forcément, il y a des influences extérieures sur des modèles plus intensifs. Donc tous les cafés éthiopiens ne sont pas produits de cette manière-là. Même si en Éthiopie, de manière générale, je dirais que c'est une origine où on n'est pas forcément à plaindre par rapport à d'autres où les modèles sont un peu plus intensifs. Donc ça c'est un exemple d'action qu'on peut avoir. Puis après, ça peut être des actions beaucoup plus spécifiques. Voilà, dans le Quindio, en Colombie, il n'a presque pas cessé de pleuvoir depuis 3 ans. Donc là, il y a un fort dérèglement des cycles de culture. Ça, c'est un gros enjeu pour les producteurs. Ils n'ont pas vraiment une récolte claire. Donc le travail est très différent. L'exportation est très différente. Mais aussi, ils ont beaucoup de mal à sécher le café. Il faut vraiment qu'on se dise, dans la durabilité, il y a un truc qui est énorme et qu'on aime tous, c'est la qualité du café. Il faut qu'on produise des cafés qui soient bons. Si on veut pouvoir les valoriser auprès des producteurs, auprès des consommateurs. C'est eux qui financent finalement tout ce qu'on fait. Et du coup, pouvoir aider ces producteurs qui ont du mal à sécher leur café à mieux le sécher avec des serres ou des sécheurs mécaniques, ça va être un enjeu auquel on va pouvoir répondre avec une solution spécifique pour chaque producteur. D'accord, c'est-à-dire qu'en fait, l'action, elle ne se résume pas à la façon de produire, mais c'est aussi sur l'ensemble de la transformation du produit, en fait, que vous allez intervenir justement pour essayer d'apaiser ces effets un peu délétères du changement climatique sur la qualité de la tasse. Tout à fait, et on va vraiment là, on met en place 2 grandes directions chez Belco, la direction de la transition, la direction de l'impact. La transition, ça va être comment on accompagne les producteurs du coup à mieux produire de manière plus pérenne pour plus longtemps, avec moins de coûts, moins d'intrants, etc. Avec une meilleure qualité, peut-être moins de volume, mais une meilleure qualité. Et de l'autre côté, comment on accompagne les torréfacteurs et surtout les consommateurs à comprendre ces enjeux. Parce que si on arrive à expliquer aux consommateurs ces enjeux, on arrive à valoriser le café et les actions qu'on a. Et du coup, on est capable de réalimenter financièrement en fait, la filière. Ok, merci beaucoup. Alors,
je m'adresse d'abord à Laure Dastorg, donc de l'Alliance pour la préservation de la forêt. On a parlé de l'élévation potentielle de la zone de production du café, du changement. Alors bon, quand on parle de modalité de production du café, c'est vrai qu'on ne pense pas tout de suite à la déforestation. Néanmoins, aujourd'hui, vous êtes ici dans ce panel notamment parce qu'en fait, il y a une loi qui est en cours de préparation au niveau européen, qui est issue notamment du lobbying très important qui a été fait par les ONG de défense de la forêt, de l'environnement et de la biodiversité, notamment le WWF, mais pas seulement. Et en fait, vous accompagnez les entreprises à s'adapter à cette potentielle réglementation. Alors, j'ai cherché quand même quelques petites données et vous pourrez bien sûr compléter. Mais en fait, la déforestation importée, moi, je ne pensais pas du tout au café. Et néanmoins, en fait, ce qui ressort, c'est que l'Union européenne, via ses importations, elle a provoqué entre 2005 et 2017 l'équivalent de 35 millions d'hectares de déforestation. On ne parle pas du café, donc c'est beaucoup. Ce qui en fait, elle est responsable de 16% de la déforestation importée. Et le café là-dedans, c'est 6% de la déforestation importée. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment cette loi, elle intervient et comment le café et la déforestation sont liés ? Merci Morgane pour cette question. Tout d'abord, je pense que j'aimerais bien vous présenter un petit peu l'Alliance pour la préservation des forêts, parce que je pense qu'on n'est pas très connu en fait du secteur du café. On a démarré en fait il y a 10 ans sur la filière de l'huile de palme, et aujourd'hui en fait on couvre toutes les commodités agricoles, dont le café. Et donc on est un collectif d'entreprises, comme l'a dit Morgane, qui est engagé pour des matières premières durables, traçables et respectueuses de l'environnement. On compte parmi nos adhérents donc, des grandes entreprises comme Nestlé ou Ferrero, et des plus petits acteurs comme Belco, ici présent, qui nous a rejoint récemment, et des acteurs comme Coutume dans la filière du café. Et donc on a 4 leviers d'action pour lutter contre la déforestation. Donc le premier, justement, ça va être d'accompagner les entreprises dans la transformation de leur chaîne d'approvisionnement. Le deuxième levier d'action, ça va être justement d'agir sur les politiques publiques au niveau national et au niveau européen pour s'assurer que les matières premières qu'on importe en Europe ne soient pas liées à la déforestation. On va avoir aussi une action sur le terrain pour permettre aussi la transformation dans les territoires, en Amérique latine, en Afrique et en Asie du Sud-Est. Et on a un quatrième levier d'action qui est de sensibiliser et d'engager le grand consommateur dans cette lutte contre la déforestation importée. Bon, donc on peut dire qu'en fait, si le café fait partie de cette liste-là, en fait, il y a 6 produits qui ont été ciblés pour l'instant, dont ne fait pas partie l'EVA. Mais donc le café, c'est 5% de cette déforestation importée, sachant que le soja, pour donner quelques chiffres, un peu de culture générale, 31% de la déforestation importée, le soja. L'huile de palme, 24%, la viande de bœuf, 10%, produits dérivés du bois, et le cacao, 6%. Et donc, par an, quand même, le café, ce serait 20 700 terrains de foot. Donc, c'est quand même considérable. Alors, la transition est trop facile pour parler du Brésil. Donc, Marcos Matos, merci beaucoup. Donc, vous allez vous exprimer en anglais et serez traduit par Karine Shibata. Merci, Karine. Hein? Tu le traduis pas? Donc en fait, Karine ne va pas traduire, donc on pourra faire une mini synthèse pour ceux qui ne parlent pas anglais. Ça sera traduit néanmoins, sur Internet, d'accord? Ce sera sous-titré sur Internet. Ça marche, pour ne pas prendre trop de temps. Donc Marcos Matos, comment le Brésil s'occupe en fait de cette question du changement climatique, et comment est-ce que ce changement climatique impacte dès aujourd'hui le Brésil? On parlera plus tard de tout ce que vous faites, mais
comment le Brésil se situe par rapport à cet enjeu, puisque vous représentez les exportateurs, la grande majorité des exportateurs de café brésiliens. Good morning. Thank you, Morgan. Sorry for not speaking French. So, in the open ceremony, I mentioned that Brazil has been increasing its productivity 400% in the last decades. But it's not linear because of the issues that we have been discussing right now. If you analyze the season, coffee is a perennial crop, a biennial production cycles, a small crop in 1 year, the large crop the following year, especially for Arabic coffee. In 2013, 14, 15, we had 3 small seasons due to high temperatures and dry periods. In 2017, 2019, we had a lot of problems in Espírito Santo, the caniferous productions, especially conilon. In 2020, Brazil experienced the highest crop in the world. 2020, 63 million bags, according to our official number, 70 million bags, according to USDA. And then, after 2020, again, dry periods, high temperatures. The season 2021, 47 million bags. This season, 2022, 53 million bags, maybe less, because we are analyzing the current statistics. So, coffee is influenced in Brazil by phenologies, productivity, quality, longevity, and the phytosanitary risks that Sirad mentions very well. And it's important to remember that coffee, there are 2 years the cycle. The vegetative cycle, it's when coffee is growing, the branches, the leaves, and the reproductive cycles, flowering, graining, maturation period. Just one example, we are in a flowering period, but in December, January, and February, we will be in a graining period, in a maturation period. But at the same time, the branches are growing for the future season, 2023, 2024. That's important when some climate events happen like that. It's important to mention, I'm still optimistic because according to IPCC, the increasing of temperature in the world can increase 4.8 degrees or 0, or almost 0, if we do something. It's a complex, but it demands collective actions. They are, for one side, genetic enhancement, genetic breeding for tolerate high temperatures, water deficits, and best agronomic practice. We are testing a lot of production systems like irrigations, densifying coffee, densification in small rows, small distance between plants, between rows, and shade grow systems. There is agronomic research for that to combine production systems, decrease the radiations, decrease the soil temperatures, decrease the soil in the plant. Just a challenge, but if you analyze all the techniques that I just mentioned together, the best agronomic practices, the optimizing the resources, the carbon balancing is negative. We just finished and released a report for entire production in Brazil, analyze all production systems in Brazil, and when we applied all that technology, the carbon cycle is negative. Carbon balance is emissions minus sequestrations. Is 10.5 tons of carbon dioxide per hectares negative. So there are a lot of things to do, and coffee can be an agent to minimize the climate changes. Okay. Just regarding that research that you mentioned that is pretty new, could you please explain how it's impacting? I mean, the best agricultural practices. What is inside these best agricultural practices, and also what is the impact that it has on the yield, for instance? That's perfect. For this kind of study, we need to represent the production regions, the producing regions in Brazil. Represent certified farmers, not certifiers, irrigated farmers, not irrigated, mechanized
semi-mechanized or manual, in different regions, mountains and flat in Cerrado. So in traditional way, that's important to highlight the methodology, the GAG protocols. You can't consider the carbon in the soil when you just analyze one property, one farmer, because the carbon in the soil, we don't know if it's due to the coffee or due to the forest before coffee, the dinosaurs, we don't know. But when analyze the traditional systems and when farmers adopt the best agricultural bio-inputs, biological controls, biomass in the rows, all that's techniques. We know for the same percentage of clay, because it's necessary to fix the percentage of clay, the amount of carbon, the increasing of carbon, that's the amount of you considering the balance, because it's amount, the difference for the best agronomic practice for the traditional one. So in this balance, in Brazil, the traditional coffee is balanced negative, 1.6 tons dioxide carbon per hectare, without considering carbon in the soil, just the biomass in the plant. But when you migrate for the best adoptions, it can be 10.5. That's the concept. So the productivity, quality, longevity, all of the variables are benefit for that techniques. In one or two sentences, how do you imagine to grow from that sample that you had of coffee producers implementing all those techniques to a bigger impact through maybe, let's dream, the 3,000, the 30, oh, merde. The 300,000 farmers that are in Brazil? Education is the key of the process and work together. It demands collective actions. We have the Sustainable Coffee Farmer based on coffee sustainability curriculums and other programs like Coffee Safe to monitor residues of agrochemicals. But more sustainable actions work together because farmers in Brazil, they are prepared for knowledge and they are investing in new technologies. Okay. Very interesting. Alors, je vais continuer en français. Luc, avec le CIRAD, et vous avez dessiné un projet qui bénéficie notamment d'un soutien européen qui s'appelle le programme ECOFI et qui agit notamment au Brésil et qui agit aussi au Vietnam et dans d'autres pays d'Amérique centrale. Est-ce que, en gardant peut-être l'exemple du Brésil, on parlera du Vietnam après, est-ce que tu peux nous expliquer quel est l'enjeu des recherches que vous menez et en même temps, dans ce contexte brésilien qui est quand même un modèle assez intensif en termes de production, comme le sous-entendait Marcos, comment est-ce que vous travaillez? Quels sont les enjeux et quelles sont les découvertes enthousiasmantes, pour reprendre les mots de Nicolas tout à l'heure, sur lesquelles vous êtes en train de mettre le doigt et donc de créer peut-être des synergies? Ok. Alors juste une petite correction. En fait, ce projet, il n'est pas financé par l'Union européenne, mais par des industriels en fait de la filière café, des torréfacteurs et des traders. Donc, la recherche a un coût, hein, on est d'accord. Eh oui, eh oui. Donc, ce projet donc, vise en fait, à réduire l'utilisation des pesticides dans la filière café au niveau mondial. On a fait une première étude en 2020-2021 pour faire un petit peu l'état des lieux et voir un petit peu quelle était l'utilisation des pesticides. Alors, bon, je vais rester sur le Brésil, qui était malheureusement un petit peu le champion au niveau de l'utilisation des pesticides, qui est lié en fait au système très intensif de production au Brésil. Donc, on a détecté des résidus importants de glyphosate, de néonicotinoïdes, etc. Dans le café et dans le sol. Dans le café vert, ça veut dire. Dans le café vert. Dans le café vert, oui. Et donc, suite aux résultats de cette première phase, nous sommes en train de monter une deuxième phase, en fait, pour monter
un réseau expérimental en milieu réel chez des producteurs pour démontrer en fait la faisabilité de produire de façon rentable du café en réduisant au maximum, voire en supprimant l'utilisation des pesticides. Des pesticides de synthèse. Des pesticides de synthèse, oui, tout à fait. Et on a récemment visité des fermes de café organique bio au Brésil, où on a vu des producteurs qui arrivent à produire sans aucun pesticide de synthèse de façon rentable. Et ce sont des producteurs qui sont très heureux et qui ne souhaitent absolument pas revenir en arrière. Alors comment est-ce qu'ils sont allés vers l'avant? Parce que en préparant quand même un peu cet entretien, tu parlais de certaines techniques qu'ils peuvent utiliser. Tout à fait. Et qui sont extrêmement pointues. Est-ce que tu pourrais... Alors des techniques qui vont dans le sens aussi de rendre les systèmes de production plus résilients par rapport au changement climatique. Par exemple, c'est l'introduction de biodiversité dans les fermes, en ne laissant pas les sols nus avec l'utilisation du glyphosate, mais au contraire d'apporter de la biodiversité avec des plantes de couverture, en particulier des plantes mellifères, qui vont permettre en fait le développement de populations de faune auxiliaire qui vont pouvoir contribuer au contrôle des populations de ravageurs. Alors ça peut être aussi, alors au Brésil c'est un peu compliqué parce que il y a une énorme carence de main-d'œuvre rurale dans beaucoup de régions du Brésil, donc il est difficile en fait de se passer de la mécanisation, en particulier de la récolte, qui est très demandeuse de main-d'œuvre. Mais alors l'agroforesterie est parfois difficile dans certaines régions, mais il y a des producteurs qui introduisent des haies vives sur un certain nombre d'interrants entre les caféiers et voilà, qui permettent d'une certaine manière donc, de favoriser cette biodiversité et de faire un petit peu un contrôle biologique, de participer au contrôle biologique des maladies et ravageurs, et aussi quelque part de rendre le système plus résilient par rapport à la sécheresse, par rapport aux augmentations de température. Marcos, je vais vous donner la parole juste rapidement, et ensuite Nicolas, j'aurai une question. Yes, thank you. We are open to work together because we do believe in best agricultural practices, organic and regenerative. In the last 4 years, we have been monitoring the exports. But there are regulations in Europe, the maximum limit of residues that we have been monitoring. When we see some problems, we apply it on capacity building programs. Hey, farmer, don't use that, or the limit you are exceeding. But we monitor. The European Coffee Federations monitors coffees around the world that are exported to Europe. In Brazil, it's free. The problems, the limit maximum of residue exceeded. Vietnam had a lot of problems, but Brazil, it's in line. We use it, but we respect the limit maximum of residues because it's very strict in Europe, that levels. They are decreasing. Merci. Donc, en fait, ce qui est aussi passionnant, c'est que dans cette préservation de la biodiversité ou de certains équilibres sur justement la diminution qu'on pourrait avoir de l'utilisation de pesticides de synthèse, il y a notamment cette technique de lutte biologique dont vous parliez. Et ça renvoie aussi à quelque chose qui est capital dans la lutte contre le changement climatique, qui est la question des sols, et notamment des sols vivants, qui hébergent une très très grande partie de la biomasse. C'est le milieu vivant par excellence qui caractérise notre planète Terre. Ça, c'est Claude Bourguignon qui dit ça, c'est pas moi. Qui est cette fusion entre le monde minéral et le monde organique grâce à la vie du sol. Et alors, on pourrait dire plein de choses, mais Nicolas, vous avez notamment travaillé en Colombie très récemment, justement dans cet esprit de favoriser des pratiques qui permettent de restaurer le sol. Quel est l'enjeu derrière ça, et pourquoi investir autant dans le sol? Alors, il y a beaucoup d'enjeux. Il y a un enjeu de préservation de la fertilité. Déjà, en fait, à la base, on n'a pas besoin d'intrants. En principe,
les arbres ils poussent tout seuls dans la forêt, il n'y a personne qui allait mettre du nitrate d'ammonium dessus pour qu'ils poussent. Donc il y a vraiment un enjeu de quelle est la fertilité et du coup quelle productivité naturelle je peux éventuellement donner à ma production. Le sol aussi, c'est le puits le plus important potentiel de stockage de carbone, loin devant les arbres. Si on replantait tous des arbres partout sur toute la planète, en gros à la louche, hein, on compenserait les émissions de 4 années d'aviation humaine. Donc c'est pas en plantant des arbres qu'on va résoudre le changement climatique, ça c'est clair et net. Et en fait, ce que j'aime bien dans ce panel, c'est que finalement on a parlé aussi de pesticides. Les pesticides, ils ne sont pas forcément responsables du changement climatique directement, mais si on veut parler d'enjeux environnementaux, pour que ce soit pour le café ou n'importe quoi, c'est bien de ne pas regarder seulement le réchauffement climatique, mais de regarder les limites planétaires. C'est ça qui va définir en fait si on a des productions et un mode de vie durable. Quelles limites planétaires notre filière elle touche ou pas. Le café ne touche pas les 9 limites planétaires, il en touche que à peu près 5, dont le changement climatique et la biodiversité. Et ce qui est assez chouette aussi, pour faire un gros wrap-up de tout ce qui a été dit, il y a eu beaucoup de choses de dites. Quand on a terminé on est en train de terminer une analyse de cycle de vie sur des fermes de café là au Nicaragua et au Guatemala qui sont en agroforesterie, pourtant qui sont conventionnelles. On voit que même en conventionnel raisonné, en agroforesterie, c'est des fermes qui stockent par an, par hectare, 30 à 40 tonnes de carbone. Donc c'est très bien. En plus, l'agroforesterie, ça va nourrir les sols, on va avoir des sols plus pérennes, etc. sur le long terme. C'est top d'avoir ça en tête. Par contre, si on n'adhère pas à un principe qui est pas de déforestation, et c'est aussi pour ça qu'on a voulu s'engager avec l'Or et l'Alliance, c'est bien de savoir qu'une ferme, elle peut stocker 30 à 40 tonnes de carbone à l'hectare, c'est génial. Mais une forêt vierge, elle en stocke 250, voire plus. Donc en fait, si on commence à faire de l'agroforesterie là où il y a de la forêt, c'est aussi de la déforestation, c'est tout pareil. Ce qu'il faut, c'est trouver des solutions aujourd'hui pour les espaces déjà déforestés et pas aller chercher de la fertilité finalement dans les espaces encore en forêt. Et dans ces espaces déforestés, on peut stocker énormément avec des pratiques qui sont productives, etc. Sans aucun problème, on peut stocker du carbone. Mais ce ne sera pas la seule solution. Sur les sols, en Colombie, ce qu'on a fait, on a travaillé avec des producteurs. Il y a le paysage caféier en Colombie est au patrimoine mondial de l'UNESCO, il me semble. Il est rentré en patrimoine, en fait, mais c'est souvent un paysage de monoculture de café. Et on sait que y a des enjeux de productivité, de durabilité sur les paysages en monoculture. Ce qu'on a fait avec certains producteurs, c'est que grâce à une petite association locale qui travaille avec eux, on replante des corridors de fleurs pollinisatrices qui font revenir les pollinisateurs. Quand on voit plus d'abeilles, c'est pas qu'il y a que les abeilles qui ont disparu, c'est qu'il y a 500 autres pollinisateurs qui ont disparu avant elles et qui ont plein de rôles. Et en fait, simplement en replantant ces couloirs de fleurs, l'impact il n'est pas que là. Ça fait revenir des pollinisateurs, ça fait aussi prendre conscience aux producteurs que, ok, là j'ai des pollinisateurs sur ma ferme, si je veux les garder, en fait, il y a certains produits que je ne peux plus utiliser. Donc il y a vraiment ce côté d'éducation, comment je vais les conserver. Et ces pollinisateurs, potentiellement, ils peuvent aider à polliniser une partie du café, qui est auto-fertile en partie, mais que en partie, et potentiellement à leur faire avoir plus de production demain, donc des meilleurs revenus. Donc il y a vraiment des enjeux, tout se recroise absolument, social, environnemental, et est complètement lié sur ce genre de questions. Oui, pour compléter un petit peu ce que vient de dire Nicolas, c'est que, c'est qu'il y a un risque en fait, c'est que pour les cafés de spécialité, c'est que les zones de production d'arabica montent en hauteur. Et qu'est-ce qu'il y a juste au-dessus? Alors c'est vrai, on a parlé des pâturages des fois. Bon, si ça grignote sur les pâturages, c'est pas trop grave. Par contre, il y a aussi les forêts de nuages, qui ont un rôle bien sûr très important au niveau du stockage du carbone et aussi au niveau du cycle de l'eau dans les bassins versants. Donc il faut faire en sorte qu'on grignote pas sur ces forêts d'altitude tropicales qui ont un rôle très important. Est-ce que justement, Laure, vous avez des méthodologies ou des outils recommandés, notamment pour éviter en fait la déforestation par rapport aux producteurs, pas seulement en termes législatifs, mais par rapport aux producteurs? Quelle est l'approche que vous prenez à l'APF?
Alors, effectivement, une des missions de l'Alliance pour la préservation des forêts est d'accompagner justement les entreprises pour transformer leur chaîne d'approvisionnement. Et donc, on a développé toute une boîte à outils justement pour répondre à cette future réglementation pour des produits zéro déforestation. Et ces outils, justement, vont vous permettre de faire au même titre un bilan carbone. Vous allez pouvoir faire un bilan zéro déforestation et justement pouvoir savoir où est-ce que vous en êtes sur cette question. Et du coup, Morgane, je voudrais revenir sur ce cadre réglementaire dont tu as parlé. Oui, ouais. Rapidement, puisque la filière café est concernée et du coup, les entreprises auront des obligations. Vous devrez être en capacité de démontrer que le café que vous importez n'est pas lié à la déforestation. Donc, pour donner un petit peu plus de hauteur de vue, parce qu'effectivement, on travaille sur beaucoup de filières, le café en fait partie, mais il y a vraiment, voilà, l'Europe est en train de légiférer et vous aurez donc une obligation pour que votre café ne soit pas lié à la déforestation. Et donc, il est important de se mettre en ordre de bataille dès maintenant pour pouvoir répondre à ce futur projet de règlement. Alors c'est très intéressant. D'ailleurs, il y a une pétition en ligne d'un collectif de plusieurs ONG qui a comme objectif justement de rendre cette réglementation ambitieuse et que ça soit pas seulement sur les forêts, mais aussi sur les savanes, les autres zones qui peuvent être des zones protégées, etc. Vous pouvez la trouver notamment sur le site du WWF, mais d'autres aussi. Il y a des relais. C'est intéressant si vous voulez en savoir plus un peu sur l'impact. Alors, moi, ce que je trouve très important, c'est donc le café, ça participe à la déforestation, mais en petit volume. Mais il y a plein d'autres enjeux par rapport à la capture du carbone, par rapport à la rentabilité des producteurs, qui sont aussi à la recherche de cette rente forestière dont tu parlais, Nicolas, et qui met en avant qu'en fait, le producteur, il doit pouvoir gagner sa vie correctement, en reproduire... produire de façon durable avec des caféiers sous ombrage, ça pose quand même avec des intrants, ça demande à la fois d'être extrêmement pointu, je reprends les synthèses, d'être pointu en termes de lutte biologique, d'être un vrai à la fois agronome et un très bon observateur. Et le C-Café a fait un certain nombre de recherches aussi et de publications sur la lutte intégrée avec un certain nombre de bactéries, de champignons qui sont inoculés, etc. Donc c'est très intéressant, et notamment sur l'histoire de pollinisation aussi. Donc c'est des publications que vous pourrez échanger. Mais il y a aussi cette question de la pertinence des variétés qui sont cultivées aujourd'hui, sachant que en fait, les variétés qui sont sélectionnées dans le pool de variétés qu'on a aujourd'hui au niveau du café, on est surtout sur des variétés qui ont été sélectionnées et qui sont plutôt productives pour du plein soleil. Le CIRAD est en train de faire des recherches de fond, depuis déjà quelques années, sur la question d'avoir des variétés qui soient très productives sous ombrage. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, très rapidement ? Oui, donc oui, parce qu'il y a un enjeu, c'est-à-dire que globalement, quand on produit avec les variétés modernes, entre guillemets, sous ombrage, on a une perte de productivité. Alors, depuis les années 90, le CIRAD a développé en fait un projet de sélection de variétés hybrides F1, en fait, qui sont des croisements entre des accessions sauvages d'Éthiopie et des cultivars modernes. Et ce qui, à travers ce croisement hybride, ce qu'on a réussi à avoir, c'est une vigueur hybride très forte. Et en fait, alors ce n'était pas le but au départ, mais ce qu'on s'est aperçu a posteriori, c'est que ces variétés très, très rustiques, on va dire, maintiennent un niveau de production très intéressant, même sous ombrage. Donc ça permet pour le producteur de rester sur un système de production durable et rentable. Merci. Sans oublier, bien sûr, la qualité. Donc ce sont des variétés qui produisent du café de haute qualité. Oui, avec tous les enjeux derrière de diffusion, de mise au point, de stabilisation, etc. Marcos, comment
Comment justement vous intégrez cette préservation de la biodiversité au Brésil et cette conservation des sols vraiment, puisque le caféier est cette plante pérenne qui garde aussi les sols. Au Brésil, on a tous en tête cette image de la production de plein soleil en monoculture plutôt. Vous avez fait le choix d'intégrer, de développer des systèmes très intensifs, mais avec autour sur la plantation, on va dire, dans les 100% de la plantation, 20% d'ombrage, enfin pas d'ombrage, de forêts sauvages, justement pour préserver cette biodiversité. Est-ce que, à l'aune du changement climatique, à l'aune de ces enjeux de préservation de la biodiversité, vous êtes en train de réviser justement en tant que filière votre façon d'intégrer la biodiversité au système à l'intérieur des plantations et quels sont les freins s'il y en a? Thank you, Morgan. It's important to highlight that in Brazil there are 34 producing regions. They're totally diverse because it's a continental country. For example, Espírito Santo, there are mountains. Minas Gerais, mountains in south, mountains in Minas. Cerrado Mineiro, it's a savanna, kind of cerrados, very flat. Totally different regions, totally environment, climate conditions, qualities, diversity. So you can't understand that the law in Brazil, it's a very important law in producing countries. The National Forest Code obligates farmers to preserve the areas. In Mata Atlântica, a kind of bioma, 20%. In Cerrado, 35%. In Amazon, 8%. Just 20% you can explore. I think by law is the best way to protect forests and create awareness. How to do that? Education is the process. And new regulations that we debate here, the new regulations from European Union, it's an opportunity, it's a challenge, but at the same way, an opportunity to work together. Nowadays, because the new regulations, we are working on a traceability platform. Secafé represents 96% of Brazilian exports. Secafé is an umbrella effect for all companies, cooperatives, global companies, national companies, work together, one concept, one tool, one concept to attend the new regulations. That's an opportunity. And you have to understand the environment and the different regions in Brazil. That all the impacts that you demand, it depends on technology. The Coffee Research Consortium in Brazil represents 55 organizations. There are 100 different lines for research. And of course, climate change, climate conditions, and production system, and the best agronomic practice for each region, for each challenge related to the climate, we have been studying. It's difficult, but working together, for example, CIRAD, a beautiful job with soils, organic, regenerative, it's very important for us in the same way. Bon, il y a beaucoup de sujets qu'on pourrait couvrir. On pourrait parler des fronts pionniers aussi au Brésil, parce que vous avez, depuis 2-3 ans, il y a quand même une augmentation de la déforestation au Brésil. Ça, je ne sais pas si ça concerne vraiment le café au Brésil. Néanmoins, on doit conclure pour vous laisser la place aussi pour des questions. Donc, on a bien vu qu'en fait, cette question du changement climatique, elle comporte un certain nombre de choses, à la fois des mesures d'adaptation et des mesures, excusez-moi, je perds le mot, des mesures d'atténuation. Donc, on comprend bien ce que c'est. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose en conclusion? Qui veut commencer? En 1 minute maximum. Alors, moi, je veux bien juste compléter parce qu'on parle beaucoup de filière café. Et nous, notre approche, en fait, à l'Alliance pour la préservation des forêts, c'est de regarder, en fait, d'avoir une approche territoriale et de regarder, en fait, l'ensemble des commodités qui existent sur un territoire. Donc, à la fois les filières cacao, huile de palme, EVA. Et c'est seulement, en fait, en collaboration avec l'ensemble des filières, les pouvoirs publics, les ONG, les communautés locales, qu'on va pouvoir trouver des solutions efficaces pour enrayer la déforestation et donc le réchauffement climatique. Ça, c'est pour la partie...
Ben, moi, je dirais que pour boucler la boucle, maintenant, on est tous là sur les marchés, torréfacteurs, importateurs, baristas, vendeurs, etc. Il faut maintenant qu'on continue en fait le travail de sensibilisation qui a été fait depuis longtemps. Il faut qu'on trouve les bons moyens d'adresser les bonnes infos aux consommateurs. On se creuse la tête chez Belco pour le faire. On partage sur tout ce qu'on fait, des ACV pour mesurer des impacts carbone, biodiversité, etc. On a besoin d'être challengé, on a besoin d'avoir vos idées, vos envies, vos besoins aussi. On est prêt à se remettre en question et à comprendre. Donc voilà, il y a un grand travail à mener. Si on arrive à mener ce travail, si on arrive à convaincre le consommateur à la fin, on va pouvoir résoudre beaucoup de problèmes. On va pouvoir payer mieux des cafés dans des systèmes de production différents et beaucoup plus durables. Donc voilà, venez taper à nos portes, appelez-nous, demandez-nous des choses, challengez-nous, et c'est ensemble qu'on va arriver à faire des choses. Est-ce que tu dirais que ça aide aussi les producteurs à s'intéresser, ou les enfants de producteurs à s'intéresser de nouveau à la culture ? Il y a deux chiffres que j'aime bien pour récapituler les enjeux café. C'est 50, c'est l'enjeu environnemental, 50% de moins de surface d'ici 2050. Et il y a 55, c'est l'âge moyen des producteurs de café dans le monde, sachant que sur la ceinture tropicale, là où est produit le café, les âges médians, c'est entre 25 et 30 ans. On a un décrochage générationnel monstrueux. Effectivement, avant même que le changement climatique se charge du problème, il y a de moins en moins de producteurs. Donc si on n'a pas les gens pour produire de l'autre côté, si on ne leur donne pas envie de produire et même les moyens de produire, on ne sera plus là à discuter tous ensemble non plus d'ici 15-20 ans. Ce serait dommage. Donc il y a clairement un enjeu là-dessus aussi, de valorisation des bonnes pratiques et des bonnes qualités pour que la filière à l'origine continue de prospérer. Et les savoir-faire aussi, l'empowerment. Luc, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur les différents... Un résumé peut-être ? Oui, ben, en fait, que ce soit en fait, d'arriver à avoir des systèmes les plus durables possibles de production de café, que ce soit la réduction de l'utilisation des pesticides, que ce soit la réduction des engrais chimiques, qui sont quand même une grosse source de gaz à effet de serre, avec les gaz azotés qui sont encore plus dangereux en fait que le carbone, que le CO2. Protoxyde d'azote, 300 fois le carbone. Et voilà, oui. Et puis, et donc, de faire des systèmes de production qu'on appelle climatologiquement intelligents, c'est-à-dire qui sont à la fois plus résilients au changement climatique et qui vont aussi atténuer en fait le changement climatique par le stockage de carbone, en diminuant les émissions de gaz à effet de serre. Tout ça va en fait dans le même sens. Il n'y a pas de conflit, bien au contraire. On a des synergies à utiliser et qui vont pouvoir justement permettre d'avoir des systèmes durables et qui vont contribuer à l'atténuation du changement climatique, qui seront plus résilients au changement climatique. Alors, je me permets, l'absente dont on n'a pas trop parlé, c'est aussi que tous ces systèmes-là dont on vient de parler, en fait, c'est quand même des systèmes qui permettent de capter l'eau de pluie et de réguler en fait le cycle de l'eau et notamment d'avoir de l'eau qui reste une eau potable, potentiellement ni polluée ni autre. Ouais. Tout à fait. Et aussi ça va dans le sens aussi de conservation de biodiversité, bien sûr. Marcos, vous avez le mot de la fin. Thank you. I'm optimistic because we can change some directions related to global warming. We have been working together, and there are a lot of things to do. Interesting to mention that coffee can be part of solution, not the problems. And there are more 50 countries, producing countries. We have to focus on actions and the standards of sustainability in the 52 or 53 producing countries in the world. That's the part of the solution related to the climate change. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Puisque en fait la diffusion va être arrêtée, mais on peut peut-être prendre quelques questions ? Ouais. On va prendre 2 questions. Bonjour à tous et merci pour vos présentations. Vous m'entendez ? Oui. Moi, donc, je fais partie du groupe de café de spécialité. On achète du café chez Belco et puis directement chez des producteurs.
Et puis on est tous hyper sensibilisés à la question du réchauffement climatique, des intrants chimiques, etc. C'est génial ce que fait le CIRAD, on se demande comment collaborer, on a envie de faire des choses. Mais j'ai face à moi aussi des producteurs ou des exportateurs où si je soulève la question et que je dis voilà, je trouve votre café, il est vraiment génial. C'est quoi vos pratiques agricoles? Donc déjà, premièrement, c'est notre capacité, nous, à comprendre. Est-ce que ce qu'ils font, c'est vraiment durable? Il y a la question de l'information, de la rétention ou de la diffusion de l'information, mais il y a aussi eux qui me disent derrière, en fait, moi, j'aimerais bien changer de modèle, mais je ne sais pas comment faire. Parce qu'il y a quand même un moment de transition. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, en réduisant finalement le volume, mais en donnant une valeur ajoutée différente au produit, on peut compenser d'une certaine façon. Mais il y a une phase de transition qui va durer 2, 3, 4, 5 ans, qui est difficile. Et comment est-ce qu'on fait en fait pour aussi, nous, acteurs de la filière, acteurs en aval de la filière, pour soutenir ces producteurs et même, j'irai plus loin, comment est-ce qu'on fait pour faire une vraie organisation internationale qui puisse permettre aux producteurs de communiquer entre eux sans avoir peur de cette concurrence entre eux? Voilà. It's for me? Thank you. I'll try to answer because she was translating. I think there are some benchmarks that helps. In Brazil, we have a fund to improve the coffee chain, the FunCafé. Nowadays, there are 6 billion reais. It means almost $2 billion. Focus on farmers. New technology, support Embrapa, the Brazilian companies for research. And education is the key of the process, of course. The sustainable programs and the international regulations, because when there are some strict laws and you have to work together, it creates awareness, and maybe it's an interesting movement to promote the best agronomic practice. There are technologies available. I was checking the research for genetic enhancement for tolerate high temperatures and water deficits. In Brazil, high temperatures and water deficits represent 70% of the losses. So if you create some varieties and there are new process, it's called clones. I don't know in English if clone is correct, but you select just the genes related to water stresses and the temperatures. So technologies and farmers, they can be assistant. One important message that I always compare and you need to analyze is the transfer price for farmers, the FOB, coffee exports price to farmers. We monitor that number for 17 years. Nowadays it's 86%. The price that you sell abroad, 86% it's farmer income. It's create income to invest in sustainability. Some countries we monitor is 40 to 50%. So there are more intermediates on the value chain. That's important measures for economic sustainability. If there is economic sustainability, the environment to invest in social and environment pillars are more appropriate. Je voudrais, merci Marcos. Je voudrais aussi ajouter, nous à notre petite échelle, finalement, on est petit dans le monde du café, on essaie de faire les choses très bien, mais on aura l'impact qu'on aura avec le volume qu'on bouge. En tout cas, il y a deux axes majeurs. Je pense que le premier, c'est, tu en as parlé un peu, l'éducation, la communication et aussi entre les producteurs. Tu as hyper raison. On a organisé une formation sur plusieurs jours en Colombie, à la fois théorique et pratique, sur comment transiter vers le bio. C'était il y a 1 mois et demi. Et du coup, effectivement, un des enjeux pour nous, c'était d'avoir des producteurs de différents pays, de différentes fermes qui ne se connaissaient pas, avec des différentes pratiques, différentes expériences, voilà, qui puissent tous expérimenter, voir... Enfin, déjà, très concrètement, c'est quoi que je vais devoir faire tous les jours si je veux devenir comme ça. Et après, tu as complètement raison, il y a 2 enjeux financiers pour moi. Le premier, c'est la transition. Comment on valorise des gens qui sont en transition, mais qui ne sont pas encore au point. Voilà, donc je pense qu'il y a un fort enjeu, encore une fois, de communication, de sensibilisation auprès du consommateur final. Du coup, de nous, un peu acteurs en amont de la chaîne, d'arriver à vous donner les bonnes infos. Moi, ce que je veux, Alice, c'est que tu me dises bon sang, pas putain, on dit pas putain. Bon sang, mais Nico, moi, il me faut ces infos. Qu'est-ce que tu peux me donner? C'est pas facile de donner tout, quoi. Il y a plein d'infos qui sont pas forcément donnables. Après, il y a un autre enjeu derrière financier, c'est une fois
qu'on arrive à la transition, que peut-être que la production elle est un petit peu baissée, etc. S'assurer qu'on arrive à vraiment valoriser le kilo de café pour ce qu'il est. Il y a un truc qu'on a fait qui est marrant sur l'ACV, l'analyse de cycle de vie. Ça permet par exemple de regarder combien un kilo de café émet de CO2 au kilo, combien on émet à l'hectare et combien on émet pour $1000 de valeur créée par exemple. Et ça c'est assez marrant parce qu'on peut se dire finalement pour un même revenu d'un producteur, c'est quoi qu'il faut que je lui paye pour qu'il conserve son revenu avec des impacts plus bas. Et finalement, on en vient juste, on sort de cette notion de productivité, il faut produire, etc. On se dit juste, c'est quoi qu'il faut que je paye pour, avec ce qu'il a, bien vivre, avoir de petits impacts. Voilà. Et Luc, je voulais... Vas-y Laure, vas-y. Oui, non, je voudrais juste, parce que le retour d'expérience que nous, on a des entreprises, c'est qu'effectivement, à leur échelle, elles vont investir dans les territoires pour accompagner et former les petits producteurs, mais il y a un enjeu en fait beaucoup plus global, c'est-à-dire qu'il faut créer aussi un canal diplomatique, il faut que les pays producteurs mettent un cadre réglementaire qui va soutenir les filières et qu'au niveau européen, il y a aussi des réglementations qui sont mises en place. Donc juste pour information, en 2019, lors du G7 et des feux de forêt en Amazonie, le président Macron justement a créé une alliance jumelle, une alliance pour la préservation des forêts tropicales et humides, qui a vocation donc à rassembler les pays producteurs et les pays consommateurs. Malheureusement, le Brésil n'en fait pas encore partie, mais il y a un réel enjeu, qu'au niveau international, qu'on puisse flécher les investissements privés et publics sur des zones d'action prioritaires justement pour aider les petits producteurs. Bon, merci. On va s'arrêter là. Il y a encore plein de choses intéressantes à dire, mais on s'arrête pour cette fois. Merci beaucoup pour ce panel. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, demain, on parlera encore du prix juste, notamment, parce que tout ça, ça a quand même un coût. Et donc, on parlera de ça. Et après, il y a un programme vraiment très riche, donc allez le voir. Merci. Merci à tous. Merci à vous.